Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre conférence annuelle au sein de ce studio. Cette émission bénéficiera d'un concept exclusif. Elle sera à la fois dédiée à l'architecture d'entreprise et à la cyber-résilience. Préparez-vous donc pour une matinée riche en discussions et partage d'expériences. Au programme, notre CEO, Luca Derisi, sera présent pour vous exposer lors de sa keynote comment naviguer à travers l'IA avec l'architecture d'entreprise. Nous avons ensuite réuni pour vous des experts de divers horizons, notamment Enedis et Rhapsody, pour une table ronde dédiée à l'importance de l'architecture d'entreprise pour la transformation de vos organisations. Nous aurons également la chance de recevoir deux de nos clients, Vinci Construction et Europe Assistance, qui vous partageront leur retour d'expérience sur les projets mis en place au sein de leur organisation. Puis cap sur la GRC et plus particulièrement sur la cyber-résilience pour une interview avec EY durant laquelle nous explorons les tendances et les réglementations émergentes telles que la DORA. Enfin, vous aurez l'occasion de découvrir OPEX Aquila en action avec nos experts pour une démonstration immersive de notre outil. Merci d'être avec nous et profitez bien de cette émission. Bonjour à tous, je suis Luca Derisi, je suis le CEO de Mega International. Et pour cette keynote, je voudrais vous parler du rôle de l'architecte d'entreprise en 2024. Il y a encore quelques années, l'architecture, c'était un sujet vraiment d'experts, fondé sur des frameworks comme NAF, TOGAF, Archimate, DODAF, et fortement ancré dans l'informatique. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est sur le devant de la scène. Quand on va sur les grands salons internationaux, l'architecture est toujours représentée. Et moi-même, quand je parle à des DSI, eh bien, ils ne se voient plus mener un programme de transformation sans l'architecture d'entreprise. Alors, on peut se demander pourquoi. Eh bien, parce que les changements technologiques s'accélèrent. Pour migrer les applications vers le cloud, si on veut intégrer des nouvelles technologies, eh bien, aujourd'hui, on a besoin de connaître son parc applicatif qui change sans arrêt. Et pour ça, on a besoin des architectes d'entreprise. Alors, si on en croit le Chief Architect Forum aux États-Unis, qui regroupe des grands architectes de grandes sociétés américaines, mais aussi internationales. Alors, il s'avère qu'en 2024, la priorité des architectes, c'est l'intelligence artificielle. Devant même la réduction des coûts, qui est souvent là, et la cyber-résilience. Alors, puisque tout le monde parle d'intelligence artificielle, parlons-en aussi, mais par le prisme de l'architecture d'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est la course. C'est la course à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, on sait, ça change tout dans l'entreprise. Ça change les modèles opératoires, le operating model, mais aussi le business model. Alors l'operating model, c'est les process de l'entreprise. Et tous gagnent à s'outiller de l'intelligence artificielle. Le marketing, d'abord, qui crée des contenus avec ChatGPT, le service client, qui fournit un service, très souvent d'ailleurs de qualité, avec l'IA, le développeur même qui va générer du code, ou encore le juriste qui va initialiser des templates de contrats avec l'IA. Et ensuite, on a le business model. Le business model, c'est les produits, c'est l'expérience client, c'est les services de l'entreprise. Bon, et transformer le business model, c'est par exemple passer du papier au digital. C'est, comme chez Mega, passer d'un logiciel perpétuel à un logiciel SaaS. Et aujourd'hui, c'est passer des produits traditionnels aux produits intelligents. Bon, et si l'IA améliore grandement l'efficacité, la capacité d'innovation de l'operating model, eh bien à mon avis, son impact est encore plus grand sur le business model. L'IA, à mon sens, ce ne sera pas juste une mode. L'IA, c'est une révolution informatique, digitale, qui va transformer les business models, et ceux qui ne s'adaptent pas assez vite, eh bien, vont perdre en compétitivité. Et donc oui, c'est la course. C'est la course à l'efficacité, c'est la course à la compétitivité. Le problème, c'est que cette course, elle présente des risques et un coût. Pourquoi? Parce que cette course a un rythme effréné, très souvent absent de vraies stratégies sur l'intelligence artificielle. Et ce que j'observe dans les entreprises, c'est que beaucoup de métiers considèrent l'IT, hélas souvent comme un frein, et donc chacun va acheter son propre SaaS, sa propre intelligence artificielle en SaaS, de son côté, sans rien dire à personne. Ça crée des risques de confidentialité, des risques de perte de données, des risques aussi de redondance applicative. Bon, et puis quand chacun achète son SaaS, l'IT perd en visibilité. Ça ralentit tous les efforts de transformation. Et puis l'IA, c'est coûteux. C'est coûteux et c'est risqué. Les programmes coûtent plusieurs millions d'euros dans les grandes entreprises. Et on connaît bien les risques liés à la technologie encore émergente, les hallucinations, la propriété intellectuelle. Et puis dernièrement, il y a des nouvelles réglementations liées à l'intelligence artificielle, notamment le EU AI Act,
qui impose une vraie gouvernance, cette fois, à l'intelligence artificielle. On parle d'évaluation des risques, des produits d'intelligence artificielle, on parle de gouvernance des données, on parle de documentation technique, de formation des utilisateurs. Bon, et avec tous ces risques et ces coûts, quel rôle pour l'architecte d'entreprise? Bon, à mon avis, vous, les architectes, vous avez une occasion à ne pas manquer. C'est l'occasion de devenir le pilote de l'adoption de cette course à l'architecture à l'intelligence artificielle. Le rôle de l'architecte, c'est d'aligner les métiers sur la stratégie. Mais très souvent, quand je parle au chief architect, l'architecte, c'est le bras droit du CIO en réalité. Si le CIO définit la stratégie digitale, le CIO va la modéliser, la mettre en œuvre. Eh bien, pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Vous alignez les métiers sur la stratégie. Alors, comment? En recueillant les innovations, en priorisant les use cases, en assurant aussi le respect des règles. Bon, le pilote de l'adoption de l'intelligence artificielle, oui, je pense que c'est vraiment le rôle de l'architecte en 2024, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Parce que la transformation digitale de façon générale, l'adoption de l'intelligence artificielle, ça ne fonctionne pas en silo. Pour capturer l'operating model, il faut d'abord le maîtriser, il faut connaître les informations qui y sont liées, les technologies qui le soutiennent. Qui dit nouvelle technologie, dit nouvelle data. La data risque de confidentialité, nouvelle réglementation. Donc il faut se conformer aux réglementations, gérer la data gouvernance. Et puis qui dit transformation de façon générale, dit risque opérationnel. Le problème dans tout ça, c'est que c'est beaucoup d'informations, c'est compliqué. Et pendant longtemps, il y a beaucoup d'architectes qui ont utilisé une approche que je qualifie d'académique à l'architecture d'entreprise. Une approche académique plus focalisée sur la modélisation de l'existant, donc presque de l'archiviste, que sur la transformation. Bon, comme le diraient les Américains, l'objectif de l'architecte d'entreprise, c'est de connect the dots, c'est de relier les points. Mais pour ça, il faut avoir l'information. Bon, et contrairement à l'approche académique qu'on a pu utiliser dans le passé, aujourd'hui, on se rend compte que l'EA, ça prend du temps. Quand on parle aux métiers, ils disent « oui, l'architecture d'entreprise, c'est long ». Quand on parle aux architectes eux-mêmes, eh bien très souvent, je m'entends dire « aidez-nous à nous marketer en interne ». Alors, c'est bien ça le rôle de l'architecte. Le rôle de l'architecte, c'est d'aller plus vite, de comprendre l'organisation, de comprendre les impacts et les dépendances entre les différents éléments, pour ensuite aller plus vite dans la transformation. Bon, et nous, ce qu'on propose avec OPEX, c'est exactement ça. C'est le référentiel d'entreprise unique qui regroupe les métiers, les process, les applications, les risques, la data, de façon à comprendre les dépendances et pouvoir anticiper les impacts de chacun sur le reste de l'organisation. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'avec OPEX, on va permettre d'accélérer ce travail, pas juste d'avoir ce référentiel pour la transformation, mais d'accélérer l'effort de consolidation des données pour ensuite transformer l'entreprise. Et donc, ça c'est avec OPEX, mais surtout avec OPEX Aquila, qui est sorti en fin 2023. Et avec OPEX Aquila, on intègre l'intelligence artificielle qui va permettre tout d'abord de découvrir les applications telles qu'elles sont utilisées dans l'entreprise. Alors là, on parle des technologies telles qu'elles sont installées sur les serveurs, en scannant les serveurs, les réseaux. Ensuite, avec l'IA, on va pouvoir filtrer automatiquement les applications business et le middleware, toutes les technologies. Et ensuite, ces applications, on peut les relier aux capacités métiers pour, en un mot, automatiser toute la gestion du portefeuille applicatif et permettre aux architectes de se focaliser sur la transformation. Bon, et puis avec Aquila, il y a aussi une deuxième chose qui est importante, c'est le nouveau copilote qui est sorti. On l'appelle Exa. Exa, c'est le copilote qui va vous guider dans les différents use cases, comment utiliser l'application, et très bientôt vous donnera encore plus de recommandations sur les différents use cases. Bon, il est temps pour moi de conclure. Et donc pour finir, oui, je pense que le rôle de l'architecte d'entreprise aujourd'hui, c'est bien celui de piloter la transformation. Et puis si vous êtes les pilotes, moi, mon rôle, c'est celui de vous fournir le meilleur copilote du marché. Merci à tous et je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour à tous, je suis Fabrice Villa, directeur conseil à Mega International et je suis très heureux de vous accueillir autour de cette table ronde qui s'annonce passionnante et dont l'objectif est d'essayer de répondre à la question suivante. L'architecture d'entreprise est-elle un pilier incontournable pour une transformation numérique réussie?
Permettez-moi d'abord de vous présenter nos deux experts et nos deux invités que je remercie chaleureusement. Olivier Constant, qui est directeur conseil à Rhapsody, et Michel Fréchou, qui est responsable urbanisme et gestion de la demande à Enedis. Michel, peux-tu te présenter? Donc effectivement, je suis Michel Fréchou, je travaille à la DSI d'Enedis. Donc Enedis, c'est le gestionnaire du réseau de distribution électrique qui amène l'électricité jusqu'au foyer des Français. Alors, je suis à la DSI en charge d'un département qui s'appelle urbanisme et gestion de la demande, qui a deux volets, l'urbanisme et la gestion de la demande. L'urbanisme, à la DSI d'Enedis, on a décidé de l'impliquer, de l'intégrer dans la transformation SAFE qui a été opérée au sein de la DSI d'Enedis. Donc, on a... qui dit SAFE dit agilité. Qui dit SAFE dit agilité à l'échelle. C'est-à-dire, on a nos équipes agiles qui sont structurées ensuite en train avec des PI planning pour cadencer tout ça. Et au-dessus, on a des chaînes de valeur métiers qui correspondent à une cohérence fonctionnelle de l'ensemble des produits qui sont développés en mode agile. Et dans ces chaînes de valeur métiers, moi, j'ai un urbaniste et mon collègue responsable de l'architecture applicative et technique a aussi un architecte qui sont immergés dans ces équipes. Et ce binôme-là, il fait vivre l'architecture au sein de cette organisation agile de développement de solutions ici pour la DSI d'Enedis. Voilà. Enedis, pour donner quelques chiffres, c'est 38 000 salariés. Et la DSI d'Enedis, c'est un petit millier de personnes appuyées par 4 000 prestataires qui développent entre 800 et 1000 applications selon comment on compte. Voilà. Olivier? Donc Olivier Constant, je suis directeur de l'expertise architecture au sein du cabinet Rhapsody Conseil. Rhapsody Conseil, c'est 130 collaborateurs à ce jour, plus d'une vingtaine en architecture. Donc on fait de l'architecture d'entreprise, fonctionnelle, applicative, technique. On couvre à peu près tout le scope de l'architecture et on travaille aussi beaucoup sur l'agilité. On est product owner et certifié SAFE aussi, puisque c'est des méthodologies qu'on rencontre de plus en plus chez nos clients aujourd'hui. Je vois que nous avons affaire aux bonnes personnes pour répondre à cette question. Avant de démarrer avec la première question, n'hésitez pas, vous qui assistez à cette conférence, à poser différentes questions à travers le chat et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau. Voilà. La première question pour démarrer ce débat est la suivante. Qu'est-ce que l'architecture d'entreprise apporte concrètement à l'entreprise? Michel. Alors, avant tout, pour moi, ce que l'architecture d'entreprise apporte, c'est un cap, un cadre. C'est-à-dire que lorsque une entreprise se lance dans une transformation numérique ou une transformation métier, la transformation va durer un certain temps et l'architecte d'entreprise ou l'urbaniste, il est là pour poser un cap, une vision de là où on veut aller. Souvent, ça se traduit par un schéma, un modèle qui sert de référence tout au long de la transformation et régulièrement, on va refaire référence à ce schéma-là parce que c'est vraiment la garantie de ce cap-là. C'est ça principalement pour moi la valeur concrète de l'architecture d'entreprise. Effectivement, et ce schéma, en fait, il doit intégrer toutes les visions de toutes les parties prenantes dans l'entreprise, la sécurité, la data, les finances, que tout le monde se retrouve autour de ce ou de ces schémas pour effectivement, comme tu le dis, du début jusqu'à la fin du projet, on s'y réfère et c'est ce qui nous donnera la trajectoire et la vision. Parfait. Donc si je reformule, l'architecture d'entreprise propose une vision d'ensemble, une cible, un cap, mais aussi des règles, des pratiques pour atteindre ce cap et aussi respecter, bien sûr, les besoins des métiers, mais aussi tout un tas de contraintes auxquelles le système d'information doit répondre concrètement, de sécurité, etc. OK. Donc maintenant, avez-vous des exemples concrets qui montrent que cette architecture d'entreprise est appréciée et reconnue au sein de l'entreprise dans vos différents contextes? On commence par toi, Michel. Alors, oui, tout à fait. Alors, le signe que notre métier est vraiment reconnu, c'est lorsque un directeur métier qui s'engage dans une transformation dit « je voudrais avoir la vision des urbanistes avant même de parler à la DSI ». Ça, c'est vraiment le point où la confiance entre les acteurs métiers et l'architecte d'entreprise sont vraiment au top. C'est le métier se dit « j'ai confiance et je vais demander son avis pour avoir un cap, une vision ». Après, c'est pas incompatible et c'est même complémentaire d'un cadre qui s'impose au projet SI. Nous, par exemple, on a effectivement un comité d'architecture qui valide chacun des projets ou de transformation importante d'applications existantes. Pour pouvoir commencer un développement, il faut 5 tampons, le tampon de l'urbaniste, du responsable de l'architecture applicative et technique, le tampon de la cyber
le tampon des équipes qui vont faire la conduite applicative et le tampon des gens en charge de la conduite de l'infrastructure. Voilà, c'est les deux éléments, la reconnaissance du métier et le cadre accepté par les acteurs de la DSI. Je suis entièrement d'accord, c'est vraiment quand on vient nous chercher, c'est là qu'on voit la valeur ajoutée, c'est là qu'on voit l'intégration de l'équipe d'architecture et plus on arrive en avance de phase, plus on peut aider et fournir les bonnes informations. Le comité d'architecture, effectivement, est un marqueur fort. On sait que quand il y a un comité, ça veut dire que l'architecture est en place. Et on voit souvent que quand il n'y a pas de comité d'architecture, c'est là que commence le shadow IT, les doublons de flux et toute la non-maîtrise du système d'information et les dettes que ça entraîne. Ok, mais si je comprends bien, finalement, on peut aussi mesurer la valeur ajoutée de l'architecture d'entreprise en constatant les dégâts lorsqu'il n'y a pas d'architecture d'entreprise. Question suivante, messieurs. Quelles sont les erreurs, selon vous, à ne pas commettre dans une démarche d'architecture d'entreprise? Tiens, Olivier. Alors, il faut trouver la bonne approche entre apporter de la valeur tout de suite et pas en faire trop vite, pas mettre des contraintes. Donc, c'est là où il faut vraiment trouver le bon équilibre pour se faire accepter et que on soit sur la bonne trajectoire de mise en place de l'architecture. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, par exemple, sur les fonctions support, nous, on décide de laisser quand même les métiers, par exemple, choisir leur solution éditeur qu'ils vont utiliser. Et par contre, on intervient juste pour rappeler le cadre en termes de cyber, le cadre en termes d'intégration de type de solution, pour que cette solution que le métier a choisie en autonomie puisse être intégrée dans le reste du SI et soit conforme aux règles d'exploitation et aux règles cyber de l'entreprise. Parfait, merci. Maintenant, là, on a parlé quelque part du verre à moitié vide. Parlons du verre à moitié plein. Est-ce que vous avez des exemples, des illustrations de bonnes pratiques pour la mise en place d'une approche architecture d'entreprise réussie et influente? Le premier cadre qu'on a posé, c'est qu'on a défini des cercles d'architectes. Ces cercles d'architectes, ça permet sur un domaine fonctionnel donné de réunir tous ceux qui font de l'architecture ou tous les experts techniques qui vont travailler à développer et créer les applications pour ensemble travailler sur le fond les problématiques d'architecture, soit les problématiques rencontrées quotidiennement par les projets, soit la déclinaison des grands principes d'urbanisme que nous avons posés pour l'entreprise. En général, quand les experts discutent entre eux, ils se mettent d'accord et ça permet d'avoir une base solide sur laquelle on puisse se construire. Voilà, c'est la première illustration que je pourrais donner de ces pratiques-là. Je sais pas, Olivier. Effectivement, oui, c'est de mettre en place donc les bonnes étapes pour partir sur l'architecture, d'arriver à trouver ce qui intéresse l'entreprise pour pouvoir vraiment construire les cas d'usage et s'appuyer de plus en plus maintenant sur les soft skills, sur l'intelligence de l'architecture pour s'intégrer et pour parler avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, toutes les composantes de l'entreprise. Et c'est là où on va arriver à se faire accepter. Et c'est là où c'est très important de discuter avec tout le monde dans l'entreprise. En parlant d'outils, tu voulais compléter? Non, je pense qu'effectivement, le volet d'outillage, il est important. On a aussi un peu transformé la manière dont nous, on utilisait l'outillage comme un outillage de méga OPEX sur les référentiels d'entreprise. On a pris le parti de dire que ça va être le point de diffusion, de consolidation de toute la description du patrimoine applicatif, des objets métiers, des flux. On a des systèmes opérationnels, des SI opérationnels qui servent de référentiel des applications, de description du patrimoine d'objets métiers ou de cartographie des flux. Et on charge toutes ces informations-là dans méga OPEX. Et à partir de là, on peut croiser, mettre en relation ces informations-là et les mettre en diffusion au plus grand nombre pour l'entreprise. On évite de passer du temps à produire des cartes. Et en ça, la dernière version de méga OPEX nous aide à produire automatiquement des cartes sur la base des données qu'on a chargées de ces référentiels externes. Ok. Et au-delà de l'outillage méga OPEX, quels sont les grands outils de l'architecte d'entreprise qui met à disposition de ses interlocuteurs ou dont il a besoin pour fonctionner, Olivier? On trouve classiquement donc les principes d'architecture qui permettent de partager avec tous les projets les grands patterns où effectivement on doit pouvoir presque se passer des architectes puisque les projets ont les guidelines pour pouvoir
construire eux-mêmes leur architecture. Ça, c'est le stade ultime où effectivement, ils ont tout à disposition, ils peuvent construire leurs solutions. À partir du moment où ils respectent ces guides, ces principes, ces choix de solutions, eh ben, ils restent conformes à tous les principes d'architecture et aux solutions d'entreprise. Est-ce qu'à Enedis, par exemple, tu décrivais une démarche d'agilité, de mise en place d'une démarche agile? Est-ce qu'il y a des outils particuliers pour l'architecte par rapport à ça? Alors nous, on a effectivement outillé le workflow de production de l'architecture, du dossier d'architecture, par un développement maison, qui permet effectivement d'avoir autant d'onglets que je parlais tout à l'heure de validation. Il y a un onglet urbanisme où l'urbaniste peut faire son schéma d'architecture fonctionnelle. On a un onglet d'architecture applicative et technique où sont décrits la décomposition en modules et les flux. Un onglet cyber sur lequel les préconisations cyber sont décrites. Un onglet architecture conduite applicative qui permet de décrire les services qui sont souscrits, la PMA, la DIMA, et également un onglet infrastructure technique pour expliquer où sera déployée la solution. Cet outil-là, il est en support de la production de ce travail-là d'architecte global qui permet d'avoir le tampon pour engager. Il y a une réunion physique toutes les semaines, mais on a aussi de la validation en ligne pour accélérer ces principes-là. Moi, je peux valider jusqu'à 60 dossiers d'architecture par semaine sur la base de cet outillage-là. Sans l'outillage, effectivement, on ne serait pas capable de produire le SI de manière industrielle comme on le fait à la DSI d'Enedis. Ok, impressionnant. Et est-ce qu'il y a des outils d'architecture au sens des patterns, des enablers, enfin, dans le contexte d'Enedis, qu'est-ce qu'on peut Alors oui, tout citer? à fait. On a un socle d'infrastructure, on a plusieurs socles d'infrastructure qui permettent d'accélérer le développement des solutions ici. On a un socle d'infrastructure d'échange, un socle de GED, on a notre socle d'infrastructure de traitement qui permet de faire de l'infra as code, de l'ouverture de flux as code. Donc tous ces enablers-là qui sont produits et qui sont eux-mêmes développés en mode agile, c'est-à-dire que les équipes qui développent ces services-là les développent en mode agile, avec des trains, avec des PI planning et puis avec un urbaniste qui les aide. Voilà, tout cet outillage-là, il vient accélérer la production des applications pour délivrer plus rapidement la valeur pour les métiers, en fait. Ok. On parlait tout à l'heure de mise en place d'un outil d'architecture d'entreprise comme celui de Mega. Olivier, toi qui accompagnes beaucoup de clients et qui les accompagne à grandir dans les approches d'architecture d'entreprise, en quoi cet outillage est important et surtout, faut-il l'implémenter tout de suite quand on démarre une démarche d'architecture d'entreprise? C'est une question de cas d'usage. C'est de quoi l'entreprise a besoin à ce moment et pour démarrer et qu'est-ce qui va lui permettre de grandir. Typiquement, effectivement, avoir une cartographie, maîtriser ses applications, puis maîtriser ses flux, maîtriser ses patterns, maîtriser sa dette. On va du coup mettre en place, déployer les cas d'usage des outils d'architecture d'entreprise. Et c'est voilà le bon ordre au bon moment, sans aller trop dans le détail. C'est ça qui va permettre de faire en sorte que l'outil soit accepté, utilisé et intègre la vie des projets et de l'entreprise. Merci beaucoup. On arrive à la conclusion de cette table ronde et je pense que vous avez répondu concrètement à la question: l'architecture entreprise est-elle un pilier incontournable d'une démarche, d'une transformation numérique réussie? Si je peux reformuler, si je peux me lancer dans cet exercice, ce que j'ai retenu, en tous les cas, c'est que vous, l'architecte d'entreprise, l'architecture d'entreprise apporte un cap, apporte une vision, mais aussi apporte des règles de transformation pour atteindre ce cap. Je retiens aussi qu'il faut une architecture d'entreprise qui collabore avec les différents interlocuteurs, mais qui, au-delà de collaborer, facilite cette collaboration par rapport à une multitude de projets et de projets aussi complexes et qui fournit aussi des contraintes, des cadres à respecter. Mais cette architecture d'entreprise doit s'adapter pour ne pas être perçue comme une contrainte et toujours chercher à apporter de la valeur ajoutée. Donc, merci beaucoup, Olivier et Michel. N'hésitez pas à poser des questions à travers le chat qui s'affiche, qui est disponible dans la conférence, et on essaiera d'y répondre tout au long de la conférence. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.
Ravi de vous revoir. Nous recevons désormais Aurore Peureux de Vinci Construction qui va nous parler de sa démarche d'architecture d'entreprise dans le cadre d'une fusion. Aurore, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'entreprise chez Vinci Construction. Vous étiez précédemment chef de projet à MOA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Alors initialement, j'étais même MOA Finance avant de basculer dans le monde de l'informatique et basculer chef de projet fonctionnel avec cette casquette assistance à maîtrise d'ouvrage. Avec cette casquette, j'avais un rôle également un petit peu d'architecte, étant donné que c'était pas encore dans le vocabulaire de Vinci Construction SI quand j'ai démarré. Petit à petit, les architectes sont venus. On a appris à travailler ensemble. J'ai beaucoup découvert de leurs activités. Et mon dernier projet, c'était justement la mise en place de l'outil OPEX pour l'architecture d'entreprise au sein de Vinci Construction. Donc là, de plus en plus mélangé avec des architectes. J'ai découvert l'architecture d'entreprise, métier que je ne connaissais absolument pas, évidemment. J'ai baigné avec eux et petit à petit, je me suis dit que j'allais évoluer. J'ai voulu changer. J'ai toujours adoré construire et voilà, construire les choses, découvrir, avoir une vision très élargie sur tous les sujets de l'entreprise. Et finalement, l'architecture d'entreprise, c'est quelque chose qui me permet de faire tout ça sans avoir la responsabilité de la gestion de projet. Donc, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et pour devenir architecte, vous avez suivi des certifications, des formations? Donc effectivement, j'ai suivi des certifications parce que c'est pas inné d'être architecte, hein, même si j'avais fait quelques activités. Là, en fin d'année dernière, Vinci m'a offert de me former avec une certification EA, Executive Certificate de Centrale Supélec. J'ai une formation TOGAF à venir là dans les semaines à venir. Et de toute façon, j'apprends au quotidien aussi aux côtés de l'équipe, qui est certes petite, mais qui s'agrandit petit à petit. Extrêmement compétente, donc c'est vrai qu'on bénéficie de l'expérience des autres. C'est surtout ça, oui. C'est très bien. En 2021, Vinci Construction se rapproche d'Eurovia. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la fusion? Alors effectivement, d'ailleurs le projet est arrivé dans le contexte de cette fusion. Eurovia et Vinci Construction étaient deux pôles du groupe Vinci. Il a fallu revoir un petit peu l'organisation, évidemment, pour être toujours plus performant, pour se développer de mieux en mieux. Et les deux entités se sont rapprochées, étant donné qu'il y avait des métiers très proches. L'objectif étant de relever des défis pour les courts et moyens termes et être en mesure de faire face à l'imprévisible. Donc voilà, les deux entités se sont rapprochées et ont fondé finalement 3 piliers. Le premier pilier, c'est les grands projets qui gèrent tous les ouvrages les plus complexes. D'accord. Le deuxième pilier, ça va être les réseaux de spécialités, qui était une grande force de Vinci Construction d'ailleurs, avec Soletanche Bachy, Ménard, Fraissinet, Terre Armée, Nuvia et Sixens. Et puis le dernier pilier, qu'on retrouve bien là, le rapprochement était vraiment nécessaire sur le réseau d'entreprises de proximité, qui porte tous les métiers du bâtiment, du génie civil, de la route et des réseaux. Et chez vous, dans votre métier, ça a engendré quel besoin spécifique? Alors forcément, qui dit rapprochement de deux entités, dit un besoin de vision globale. Donc notre DSI, pour commencer, avait un gros besoin en inventaire applicatif. Okay. C'était le premier besoin. Et puis en parallèle, on a eu un programme de convergence qui forcément est né de ce rapprochement. Et le patron du programme avait un autre besoin essentiel qui était d'identifier le patrimoine. Alors le patrimoine tant métier, donc sur le plan processus, ouais, que sur la couche applicative, en identifiant jusqu'au flux fonctionnel, flux applicatif, pour être en mesure de faire une certaine rationalisation. Aujourd'hui, centré sur la finance. Néanmoins, ça nous a permis de commencer à toucher du doigt l'architecture d'entreprise, puisque finalement, on commençait à avoir besoin de beaucoup de couches. Et puis, on avait un troisième besoin beaucoup plus opérationnel cette fois. Là, clairement, un directeur opérationnel au sein de la DSI, et puis pas que un, la plupart des directeurs opérationnels. La question qui se pose, c'est j'ai un composant technique qui tombe en panne, quels utilisateurs sont impactés. Et là, on a vraiment toute la traçabilité sur toutes les couches de l'architecture d'entreprise. Et c'est de là qu'est né notre projet très complet. Du coup, nombreux défis.
Est-ce que vous pouvez nous en Du citer coup, effectivement, de nombreux défis, à commencer par prioriser les sujets, sachant que tous les patrons n'étaient pas d'accord, évidemment, puisque chacun son objectif. Il y en a un qui est vraiment dans la transformation, l'autre, j'aimerais bien que ma DSI elle fonctionne, tout simplement, que mes utilisateurs soient satisfaits. Donc vraiment prioriser. Et puis une fois qu'on a réussi à prioriser, c'est prendre le temps de faire les choses. Ça, c'est important. Parce qu'évidemment, là, on commence à toucher du doigt énormément d'informations très intéressantes, des potentiels très puissants de la part d'OPEX quand même, qui nous proposent beaucoup de choses. Et on a envie d'aller toujours plus loin, mais attention à ne pas aller trop vite. Et à ne pas aller trop vite, d'autant que maintenant, il faut convaincre. Parce que nous, en interne, on est convaincus. Sur le projet, il n'y a pas photo, les différents sponsors, tout le monde est convaincu, mais maintenant, il faut aller convaincre les différentes équipes, puis les divisions, faut aller attirer tout le monde, parce que c'est bien beau de mettre en place un référentiel, il faut qu'ils vivent. Oui, ça en effet. C'est pas du one shot. L'architecture d'entreprise n'est pas un projet. Ça, c'est important de le comprendre. Non, c'est sans fin. C'est sans fin, et c'est normal que ça le soit. Vous l'avez dit, vous avez choisi OPEX pour accompagner votre démarche d'architecture entreprise. Pourquoi ce choix ? Alors, comme je vous l'ai dit, on avait une vision quand même assez large de l'architecture d'entreprise, de ce qu'on voulait faire, même si c'était pas notre priorité d'aller absolument sur toutes les couches. On voulait pouvoir aller sur toutes les couches. De ce point de vue-là, OPEX était l'outil qui répondait le mieux. OPEX, pour nous, ça a été un très bon compromis. Côté adhésion utilisateur, on avait quand même les look and feel pour la partie inventaire applicatif, qui était intéressant, et nous, il fallait qu'on puisse faire adhérer. Alors, la publication sur OPEX 360, c'est une chose, parce que c'est ouvert à tout le monde, tout type de collaborateurs, y compris ceux qui n'utilisent pas du tout l'architecture, enfin qui ne savent rien à l'architecture et ne sont pas dans les systèmes d'information nécessairement. Et tous les contributeurs également qui vont mettre à jour les différentes informations concernant l'inventaire. Il fallait que ce soit facile d'accès, compréhensible, voilà. Donc ça, OPEX répondait à ce point-là. Et puis, ce qui nous a beaucoup séduit, c'était aussi la partie analyse d'impact, qui était très pertinente en croisant vraiment toutes les couches de l'architecture d'entreprise, donc aussi bien le métier, l'applicatif et jusqu'à la couche technique finalement. Et ça répondait à un vrai besoin opérationnel, plutôt DSI pour le coup. D'accord. Et pour finir, je pourrais ajouter que, oui, effectivement, on a fait plusieurs POC, on a essayé d'autres concurrents, évidemment. Et OPEX nous offrait l'opportunité d'y aller doucement, de commencer par un petit bout et d'aller de plus en plus loin en fait dans notre démarche. Et les prochaines étapes vous concernant et concernant les différents projets? Alors les prochaines étapes, il y en a beaucoup parce que on n'en est qu'au début. Aujourd'hui, on a déployé que la partie inventaire applicatif et que sur les applications qui sont chez Vinci Construction SI, pilotées chez nous. Du coup, on couvre pas encore toutes les divisions. Donc la prochaine étape, ça va être de pouvoir déployer aux divisions, à tous les volontaires. On en a déjà qui sont déjà en train de toquer à notre porte, donc c'est plutôt positif. Et la prochaine étape, c'est aller plus loin sur l'architecture d'entreprise. Moi, en tant qu'architecte d'entreprise, je suis en train d'essayer de mettre en place donc cette nouvelle activité au sein du pôle. Et ma prochaine étape, c'est réussir à m'appuyer sur l'outil pour faire des analyses patrimoniales, pour pouvoir mesurer la qualité de notre SI et pour pouvoir transformer notre SI en fonction. L'évaluation après l'inventaire et la transformation, bien entendu. Et la transformation. Et on aura couvert toute la boucle. Écoutez, merci infiniment pour toutes ces informations et merci d'être venu au sein de ce studio. Merci à vous pour l'invitation. Salut. Salut. Je suis un ami de Valentine, je suis pas de la boîte. Ah ouais? On a dû te rencontrer. Ouais, santé. Du coup, tu fais quoi dans la vie? Je suis architecte d'entreprise. Ah, l'architecture, j'adore. Tu sais que j'ai failli faire les beaux-arts. C'est vrai. Mais là, c'est plutôt architecte, mais d'entreprise. Ah, donc tu construis des entreprises, c'est ça? Ouais, voilà, à peu près. Et un de tes immeubles à la Défense? Ouais, architecte d'entreprise, c'est réorganiser les espaces entre les blocs. Voilà, à peu près. Et vous faites quoi dans la vie?
Je suis architecte d'entreprise. Architecte d'entreprise, vous êtes dans le design? Non, je suis plutôt dans les systèmes d'information. Système d'information, c'est du journalisme, c'est ça? Ouais, voilà. À peu près. Ah, ok. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis architecte d'entreprise. Ah, cool! Donc tu définis la feuille de route et la stratégie du SI. Oui, voilà, ouais. Tu optimises les processus opérationnels et le patrimoine IT. Ouais, exactement, ouais. Tu modernises les applications, tu digitalises les process, tu prépares le move to cloud et la gouvernance de données. Non, tu te moques de moi, là. T'as cherché sur Internet? Non. Non, c'est mon frère et architecte d'entreprise, tout simplement. Ah, mais c'est génial, ça! Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis géomètre. Ah, ok. C'est comme prof de maths. Oui, voilà, à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce segment de Accélérer vos initiatives de cyber-résilience. Je suis Cyril Amblard, responsable marketing GRC chez Mega International. Et si le sujet de la cyber-résilience vous intéresse, je vous encourage à poser vos questions dans le chat. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Imad Abounazer, qui est associé cybersécurité chez EY et qui va nous parler de ce sujet passionnant, qui est la cyber-résilience et notamment de la réglementation DORA. Alors, première question, Imad, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette réglementation DORA? Bien sûr, tout d'abord, merci pour cette invitation. DORA est le nouveau règlement européen autour de la résilience opérationnelle pour le secteur financier.
DORA en bon anglais, c'est Digital Operational Resilience Act. Et donc, c'est un règlement européen d'application directe dédié au secteur financier qui va s'intéresser à apporter davantage de résilience plutôt opérationnelle, donc sur des aspects autour de la technologie de l'information et de la communication pour le secteur financier. En termes de calendrier, donc la mise en application ou l'entrée en application de DORA est prévue pour le 17 janvier 2025 avec un certain nombre de détails techniques, ce qu'on appelle les RTS et les ITS, qui sont en cours de publication et pour certains vont être publiés en juillet 2024. Sur le fond du sujet, DORA est regroupé autour de 4 piliers majeurs pour faire assez simple. Un premier pilier autour du cadre de gestion des risques, ICT, donc Information, Communication and Technology, dont l'objectif est d'apporter une organisation, une gouvernance, une stratégie autour de la résilience et donc avoir le bon niveau de reporting, de contrôle autour de ce cadre de gestion des risques qui est vraiment un élément assez central et important dans la réglementation. Le deuxième pilier est autour de la gestion des incidents et notamment la notification des incidents autour des technologies de l'information aux régulateurs, donc avec un certain nombre d'exigences, un certain nombre de seuils de reporting et de délais notamment assez court de reporting et de notification des incidents. Le troisième pilier autour des programmes de tests de résilience, comment s'assurer que mon cadre de gestion des risques tourne correctement, donc à travers des tests qui sont réalisés, des tests techniques, opérationnels, pour nous assurer de la résilience des activités critiques de l'entreprise. Et un quatrième pilier qui est assez clé et majeur, surtout dans un contexte aujourd'hui où on a beaucoup de sous-traitance et d'outsourcing avec le cloud, les solutions SaaS, etc., autour de la gestion des risques tiers. Donc, comment nous assurer, dans une relation avec un tiers, que ces risques autour de la technologie de l'information et de la communication chez nos tiers sont correctement adressés, sont identifiés chez les organisations et sont surtout maîtrisés et suivis au sein des organisations. Alors on voit beaucoup d'exigences réglementaires. 17 janvier 2025, on va dire que c'est demain. Alors quels sont les gros enjeux que tu vois, toi, avec tes clients chez EY pour se conformer à DORA? Quels sont leurs plus gros challenges? Pour te rejoindre, et tu me poses la question aujourd'hui, le principal challenge, c'est, comme tu le dis, c'est demain. Ouais. La nécessité d'être conforme est au 17 janvier et on comprend aujourd'hui à travers les échanges, la communication des principaux régulateurs européens, c'est que voilà, c'est une date qui est importante et il y a un certain niveau d'attente de la part des régulateurs à cette échéance-là. Parce que aujourd'hui DORA vient en harmonisation de guidelines, d'exigences, de choses qui existaient avant. Donc dans certains cas et pour certains sujets bien précis, le régulateur s'attend à ce que au 17 janvier, les organisations soient en mesure d'être conformes et d'apporter ce niveau de conformité. Donc le principal challenge pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un challenge de timing, de comment adresser sa mise en conformité dans un délai qui est aujourd'hui de plus en plus contraint, avec une approche et une diversité de sujets qui font que ça peut nécessiter un travail assez long. Peut-être plus sur le fond, aujourd'hui à travers les accompagnements que l'on fait chez nos clients, on accompagne pas mal d'institutions financières depuis plusieurs mois maintenant. Les deux sujets vraiment qui ressortent et qui nécessitent une réelle transformation dans les processus, dans les organisations de nos clients, concernent le pilier autour du cadre de gestion des risques, avec toute la nécessité de formalisation, d'approche, de processus à apporter, et notamment une vision qui est assez nouvelle, en tout cas fondamentale autour de cette approche par les risques qui doit partir des processus métiers. Donc, quelles sont les activités métiers critiques pour une entreprise? Et à partir de ces processus métiers, je définis la liste de mes risques, bien évidemment, je définis la liste de mes applications
qui soutiennent ces processus, la liste de mes tiers qui soutiennent également ces processus, et définir à travers cette chaîne-là une chaîne finalement de gestion et de priorisation de mes activités et de mes actions. Le deuxième élément aussi important, et c'est un élément comme je l'évoquais qui est primordial, c'est la gestion du risque tiers. Aujourd'hui, je l'évoquais, on est vraiment dans un monde qui est ultra finalement ouvert aux partenaires externes. On le voit dans les exercices que l'on mène chez nos clients. Beaucoup de processus sont externalisés, de processus parfois critiques sont externalisés à des sociétés ou à des organisations tierces. Et donc la nécessité de maîtriser les risques, également les risques liés à ces tiers-là, est fondamentale. Et donc c'est vraiment aujourd'hui les deux sujets qui nécessitent une attention particulière dans le cadre d'un exercice de mise en conformité droit. Alors là, tu mentionnes, c'est vrai, la gestion des risques, la partie, on va dire, applicative, IT, la partie achat avec les tiers. Alors, je vais te poser la question à 1 000 €. Qui est responsable de DORA en entreprise? Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que c'est la cybersécurité? Est-ce que c'est la gestion des risques? Est-ce que c'est les achats? D'après toi? Je vais répondre complètement autre chose, mais je vais te rejoindre. C'est le vrai responsable à la fin, et c'est dans le cœur justement de DORA, ça reste la direction générale. C'est vraiment l'organe de direction qui est d'ailleurs mentionné comme tel, comme étant responsable du risque TIC. Donc toute la gouvernance à mettre en place, l'organisation doit se mettre en quelque sorte en règle pour pouvoir avoir le bon niveau de reporting, le bon niveau de contrôle qui est remonté à cet organe de direction, qui va pouvoir faire des choix de priorisation, des choix de traitement des risques, étant donné la responsabilité qui incombe. C'est vraiment l'un des enjeux assez forts et qui ont fait finalement une réglementation assez importante pour le secteur financier et pour le secteur aussi de la sécurité. C'est repositionner ce risque IT, ce risque ICT au niveau de la direction générale et donc apporter vraiment un poids assez fort et un sponsorship assez fort de ces acteurs. Mais d'un point de vue mise en conformité, on le voit aujourd'hui, c'est un sujet pluridisciplinaire. Donc tu citais qui est le responsable de la mise en conformité. On a bien évidemment la DSI qui est très très impliquée de par la connaissance des systèmes, la connaissance des outils, la connaissance de l'architecture. On a les fonctions risques de par aussi leur connaissance des risques. On va avoir aussi les métiers. Je l'évoquais un peu avant. Tout doit partir des métiers et donc des risques métiers. Donc la connaissance du métier est importante. On va voir la sécurité, parce qu'on parle de sujets autour de l'incident sécurité, la notification, des tests de résilience, des tests de gestion de la sécurité. Mais aussi, tu l'évoquais, les achats, parce qu'on va parler des tiers. Parfois, les achats jouent un rôle central dans la gestion des achats et donc des risques liés aux achats. Donc, j'ai envie de dire, in fine, c'est la direction générale qui est responsable de ce sujet et donc de sa mise en conformité. Mais derrière, en déclinaison opérationnelle de l'exercice de mise en conformité, on est vraiment face à une pluridisciplinarité des acteurs qui font que c'est un sujet aussi enrichissant pour l'entreprise de faire travailler tout ce monde-là autour d'un risque ICT commun. Alors, tu mentionnais l'architecture. Alors, tu sais que chez nous, chez Méga International, les architectes, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et comment tu les vois s'inscrire dans cette démarche, en fait, de conformité DORA? Comment ils peuvent aider, justement, l'organisation dans cette démarche? Ils ont vraiment aujourd'hui un rôle central. J'ai l'habitude de dire à mes clients et dans les différentes interventions que la colonne vertébrale de DORA part de cette cartographie des processus métiers. Et donc, les architectes aujourd'hui au sein des entreprises, souvent détiennent le lien entre les processus métiers, l'architecture applicative, l'architecture fonctionnelle dans les organisations. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment un point important, ou en tout cas un acteur important central, parce qu'ils vont être à la main de la définition ou à minima de la complétude de cette cartographie métier, du lien de cette cartographie métier avec les applications
qui existent, avec les systèmes. On peut aller au-delà, et d'ailleurs c'est ce qui est demandé par DORA, avec les tiers qui interviennent dans le cadre des processus, avec les actifs qui sont concernés, etc., etc. Donc c'est vraiment un rôle central que dans le principe de DORA, ça part de cette cartographie des processus pour aller chercher des risques métiers et aller prioriser les différentes mesures à mettre en œuvre. J'aime bien le terme de colonne vertébrale, je crois que je vais le retenir pour une campagne marketing chez nous. Et je voulais aussi t'interroger sur le fait qu'il y a beaucoup de réglementations qui arrivent. On voit DORA, on est en train d'en parler. On voit NIS 2 aussi qui arrive, le Cyber Resilience Act. Alors, comment tout ça s'inscrit par rapport à DORA? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est d'autres réglementations? Quelle est ta vision là-dessus? Fondamentalement, ils ont tous un objectif commun. Et c'est ça qui est bien. Et on avait besoin dans le secteur de la sécurité, de la cybersécurité, davantage de réglementation aussi pour élever le niveau de maturité du secteur. Donc pour moi, ils visent tous un objectif commun qui est élever le niveau de sécurité, élever le niveau de maturité des organisations. Néanmoins, aujourd'hui, entre NIS 2, entre DORA, on est sur des périmètres d'application qui sont un peu différents. NIS 2 s'applique à peu près à 18 secteurs, donc différents, avec des exigences assez précises. D'ailleurs, il y a des travaux importants de l'ANSSI et je pense qu'il y a un projet de loi qui est en préparation pour venir apporter la déclinaison de la directive européenne au niveau français. Là où DORA est un sujet plus large, ça concerne la résilience opérationnelle, ça concerne en tout cas les risques qu'on appelle TIC ou technologie de l'information et de la communication. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus large, mais appliqué à un secteur précis, donc le secteur financier. Donc c'est en ce sens-là où DORA s'inscrit comme étant la lex specialis, donc qui va venir prendre le pas sur les autres réglementations, sur ce qui concerne la résilience opérationnelle et les thématiques qui sont couvertes par DORA pour le secteur financier. Parfait. Alors, comme dernière question, et puis comme tu travailles pour une grande maison de conseil, je vais te demander tes conseils à toi, à nos auditeurs, pour se conformer à DORA, si tu avais 2 conseils à leur donner, pour commencer à se mettre dans cette démarche. Je vais me permettre d'en donner, peut-être avant de donner les deux conseils. Le premier, c'est vraiment l'anticipation. Là, on l'a évoqué, c'est l'enjeu majeur. Le timing, l'agenda qui est vraiment assez serré. Donc, voilà, il y a vraiment un enjeu d'anticipation. Il ne faut pas sous-estimer la charge de travail nécessaire et la transformation apportée par DORA, même si on est sur une harmonisation de réglementation et de sujets existants. Il y a pas mal de spécificités apportées par DORA et donc c'est nécessaire de pouvoir anticiper et prévoir ce point-là. Peut-être sur les 2 conseils, je dirais ne pas considérer uniquement DORA comme une réglementation à laquelle il faudra simplement se conformer et profiter de cet exercice DORA pour augmenter le niveau de maturité autour de la résilience opérationnelle de l'organisation et en profiter également pour créer les connexions, le lien entre l'IT, les risques IT, les risques sécurité et le métier. Et donc repartir finalement de ce qui compte le plus au sein de l'organisation et donc ces métiers, ces processus, ces activités critiques pour venir finalement décliner ça en mesures de sécurité et en mesures pour garantir la résilience opérationnelle. Le deuxième conseil, je dirais, c'est profiter ou en tout cas de cette réglementation pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table. Et donc profiter de l'aspect pluridisciplinaire que nécessite DORA pour adresser les sujets en partant du métier jusqu'aux aspects technologiques, IT, risques, procurement, tiers qui en découlent. Écoute, je te remercie beaucoup, Imad, d'avoir partagé ta vision sur ces problématiques de cyber-résilience et DORA. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Je t'en prie, merci beaucoup. À très bientôt.
Bonjour à nouveau, nous recevons désormais Larissa Abena, OPEX Project Manager chez Europe Assistance, et Willy Thomas, Data Architect Group chez Europe Assistance également. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous faire un retour d'expérience, mais un retour d'expérience sur quoi, je vous le demande? Sur la mise en place du référentiel au sein du groupe Europe Assistance pour la holding et pour toutes ces entités dans le monde. Donc voilà. C'est passionnant ça. Mais vous allez commencer déjà par vous présenter un peu plus en détail. Par qui commence-t-on? Alors moi, je suis responsable de l'application OPEX pour Europe Assistance Group. Ouais. Donc mon travail en fait, c'est d'animer les activités autour du référentiel, la collecte des données, la qualité des données, et aussi s'assurer d'une méthode pour modéliser dans OPEX, dans le référentiel. Très bien. Et moi, je suis architecte data au sein de la même équipe, dans l'équipe d'architecture. Et donc, je m'occupe plus particulièrement de la partie data, donc modèle d'entreprise, et j'ai été contributeur sur le projet OPEX également. D'accord. D'ailleurs, quand vous avez mis en œuvre OPEX, finalement, quels étaient vos besoins, quelles étaient vos attentes, vos challenges? Alors, le groupe Europe Assistance, c'est à peu près une trentaine d'entités dans le monde. L'idée était de poursuivre une capacité de piloter la transformation pour le groupe et pour toutes ces entités. La centraliser et s'assurer qu'on puisse qu'on suive les roadmaps qui ont été définis avec les entités et aussi suivre les exigences réglementaires pour la conformité données, data, la conformité sécurité, par exemple. D'accord. Et OPEX vous a permis donc de répondre, j'imagine, à la majorité de ces challenges. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment? Alors OPEX, non seulement répond à une bonne partie de nos attentes, mais en plus, on en découvre aussi des nouvelles. Mais dans celles qui nous permettent pour lesquelles OPEX est vraiment très utile, c'est la collecte des données sur tout notre système applicatif pour tous les systèmes d'information des entités locales, comme on dit en fait, qu'elles soient en Europe, en Amérique ou en Asie. Ça permet aussi de connaître notre niveau d'obsolescence technologique, en tout cas de l'estimer à un moment donné et de revenir dessus. On a aussi des interlocuteurs internes qui se sont intéressés à OPEX, sur la sécurité par exemple, et sur la protection des données. Mais donc vous avez des interlocuteurs sur tous les continents pour récolter ces données? Tout à fait, on a un référent par pays, ce qu'on appelle par pays, et ou par entité quand une entité est transverse. Elle ne concerne pas qu'un pays, elle concerne vraiment tout un panel d'activités métiers. D'accord. Et les challenges de votre côté, Willy? Alors de mon côté, c'est ce patrimoine. Alors on va utiliser ce patrimoine applicatif dans un but réglementaire, comme tu l'évoquais, Larissa. Alors ça va être du lineage, de voir comment les applications échangent des données entre elles, comment nos clients échangent des données avec nous avec nos entités. Donc on va appeler ça, on utilise le terme de landscape parce qu'on est un groupe, et donc on met en relation tout ce patrimoine applicatif pour avoir des points de vue qui vont nous servir d'un point de vue réglementaire, mais aussi sur la transformation, sur ce qu'on appelle des onboarding clients, quand on gagne un gros client qui est implanté sur le monde entier, eh bien, on va mettre les gens en relation par rapport à une carte. En fait, on va situer les choses. On utilise ces landscapes-là. Et puis, ça aide pour la transformation IT en décrivant notre situation actuelle pour ensuite, donc on définira des roadmaps à partir de ça. La transformation. Voilà. Donc vous gérez la transformation au sein du référentiel OPEX. Vous avez vos landscapes actuels et vos landscapes futurs, si je comprends bien. Le prochain challenge, ce sera faire les futurs, mais pour l'instant, déjà, on met en place une animation interne. Tout à fait. Où on a mis en place une gouvernance pour revoir donc chaque entité régulièrement, tous les 2 mois environ. Mais sinon, il y a des échanges quotidiens. On a aussi mis en place des KPI, des indicateurs qui nous permettent d'évaluer notre avancement sur la collecte des données, la qualité de la donnée aussi, leur cohérence entre elles, et effectivement aussi savoir communiquer pour des rapports au management, aux audits, aux régulateurs, des informations dont ils ont besoin pour la suite. Donc ces KPI, on les voit à l'écran, elles vous permettent donc de faire une évaluation, ou d'avoir une évaluation de votre référentiel actuel, dans le but de le transformer, j'imagine, ou de l'améliorer à minima. C'est quoi les prochains défis une fois que vous aurez l'ensemble de ces indicateurs? Aujourd'hui, on a travaillé sur tout au début de cette année, on a travaillé en fait avec chaque entité locale pour définir leur roadmap. Qu'est-ce qu'ils vont faire en 2025, 2026, etc. Donc là, notre prochain défi, c'est d'intégrer toutes ces informations via des landscapes, par exemple, dans l'outil,
Aussi, on va aussi pouvoir les traduire et les communiquer et les suivre chaque année, voir en 2025 où on en est par rapport à ce qu'on s'était donné comme Aziz en 2024 et ou objectif en 2025. Donc vous allez intégrer le projet de transformation par rapport à ce qui a déjà été décidé. À terme, peut-être prendre aussi des décisions grâce à OPEX, mais ça va nécessiter peut-être un peu plus de temps, de nouveaux indicateurs. Exactement. Une fois que vous aurez réalisé ça, il y aura des prochaines étapes pour vous ou pour le référentiel? Oui, il y a d'autres étapes, par exemple en data management. Alors, la partie data management, donc moi je m'occupe principalement de ça. En fait, on a décrit nos principaux flux, sur nos principaux flux applications, les données qui sont créées et manipulées. Et la prochaine étape, c'est de relier ça à notre modèle d'entreprise. D'accord. Pour arriver à ce qui est une autre démarche, mais en fait, on va capitaliser sur ce qu'on collecte déjà dans OPEX et on va déployer notre démarche avec des éléments qu'on a par ailleurs dans d'autres sources. Voilà. C'est extrêmement positif tout ça. Et puis, on va aussi avoir des questions sur la sécurité, sur la business continuity map, qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on veut le faire entrer dans DORA, des exigences dans OPEX, et puis on a des exigences aussi côté DORA. Est-ce qu'on peut utiliser OPEX dans ce sens-là? Et le risk management aussi, savoir si on a piloté certains risques par OPEX. Passionnant. Quoi faire. Merci à vous deux pour ce témoignage. Merci d'être venus. Merci pour la qualité vraiment du témoignage. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Bonjour à tous, je suis Olivier Gilles, je suis accompagné de mon collègue Thomas Moreau. On va vous présenter aujourd'hui la plateforme OPEX Aquila, avec aussi pour objectif d'illustrer l'ensemble des discussions qui ont lieu durant cette conférence. Tout au cours de la session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et on s'assurera que vous recevrez les réponses appropriées. L'idée aujourd'hui, ça va être donc de rentrer dans OPEX Aquila, la dernière itération de la version d'OPEX. On va voir qu'on a travaillé sur cette version avec une nouvelle interface, une interface moderne, pour remettre l'expérience utilisateur au sein donc des développements, du travail qui est fait sur la version. L'objectif pour l'architecte est assez clair, fluidifier les tâches qui seront faites dans la plateforme, le travail qui est fait dans la plateforme, faciliter l'atteinte des résultats et bien entendu être capable de travailler sur la valorisation de la démarche au sein de l'organisation. Ce qu'on va faire, c'est avec Thomas, on va prendre quelques minutes aujourd'hui donc pour illustrer le quotidien d'un architecte, c'est tel qu'il travaillerait dans la plateforme. On va voir comment est-ce qu'on peut travailler sur l'établissement de nos référentiels, décrire l'architecture de l'entreprise telle qu'elle est, et ensuite on identifiera les possibilités d'amélioration, les opportunités d'amélioration, on planifiera bien entendu ces transformations, et on verra comment la plateforme nous assiste également dans le travail de conception à travers les différentes interfaces et à travers les différents outils qui sont proposés. Donc voilà, c'est parti, je laisse la main Thomas. Merci Olivier pour cette introduction. Donc je vous propose tout de suite de basculer dans l'outil. Donc la première étape au démarrage, ça va être de construire en fait votre référentiel. Donc construire en fait vos inventaires. Donc au démarrage, vous allez pouvoir construire votre inventaire d'applications et pour cela en fait, on va vous aider à construire cet inventaire d'applications. Donc vous allez pouvoir en fait récupérer votre liste de technologies, une liste de technologies qui est issue par exemple de votre CMDB ou alors vous pouvez par exemple découvrir les technologies qui sont sur vos différents serveurs. Et donc là, comme vous le voyez donc ici à l'écran, vous avez votre liste de technologies. On intègre dans la plateforme ensuite un moteur d'intelligence artificielle qui se base sur GPT, qui se base également sur un modèle de machine learning et comme vous le voyez ici, qui va être capable de vous proposer des recommandations. Donc c'est-à-dire que parmi cette liste de technologies, on va être capable de vous proposer une liste ici donc d'applications candidates. Donc en fait, OPEX, à travers un moteur d'intelligence artificielle, propose des recommandations, donc vous permet en fait d'accélérer la prise de décision. Donc ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a un score de confiance, voilà, donc sur la recommandation qui est faite. Et ensuite, en tant qu'architecte d'entreprise, vous allez avoir la connaissance en fait contextualisée de chacune de ces technologies et vous allez pouvoir ensuite décider de suivre ou non la recommandation. Donc ici, la plateforme, elle travaille en fait pour nous proposer une compréhension donc, de ce qui peut être une application ou bien une technologie, mais on garde toujours ce pouvoir de l'architecte, cette capacité de l'architecte à décider et à choisir justement quelles sont les différentes technologies ou applications qui vont venir remplir nos inventaires, nous permettre la description donc, de l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui. Tout à fait. Et donc là, si on regarde donc le résultat rapidement, on obtient une liste finalement ici d'applications candidates. On a donc tout de suite la possibilité de compléter quelques informations
sur ces applications candidates. Donc typiquement, on peut avoir un nom de technologie technique. On peut donc donner ici le nom de notre application métier et identifier par exemple tout de suite qui est le propriétaire de l'application. Et donc on va obtenir notre inventaire applicatif. Donc comme vous le voyez ici, l'inventaire applicatif qui a été construit donc à partir finalement des applications candidates qu'on avait juste à l'écran précédent. Donc à partir après de cet inventaire applicatif, ce qui va être intéressant de réaliser, ça va être des analyses. En particulier des analyses pour connaître les échanges entre nos différentes applications. Donc je vais tout de suite vous montrer qu'en tant utilisateur de la plateforme, vous avez la main pour réaliser vos propres analyses à partir de modèles de rapports qui vous sont mis à disposition. Et ici, je vais chercher à mettre en avant les applications de mon inventaire qui communiquent le plus entre elles. Pour identifier par exemple, si je souhaite modifier une application, est-ce que je sais que cette application a beaucoup d'échanges avec d'autres applications? Donc là, vous voyez, je visualise l'ensemble de mon inventaire applicatif et OPEX met en avant avec un trait bleu prononcé finalement les applications qui ont le plus d'échanges. Donc ici, je vais par exemple me focaliser sur mon application Airport Mobile et je vois que cette application, par exemple, dans mon système d'information, est l'application qui a le plus d'échanges. Donc ici, on va chercher à mettre en valeur l'ensemble des informations qui existent dans le référentiel à travers un certain nombre de rapports qui nous sont proposés de manière un petit peu préétablie sur des modèles qui vont nous permettre de comprendre l'état actuel de notre inventaire applicatif. Ici, on travaille sur une recherche des applications, un travail autour des applications qui sont un petit peu uniquement dans notre couche applicative, technologique. Bien entendu, on sait que le travail de l'architecte va aller au-delà aussi de ces applications et de ces technologies. Comment est-ce que la plateforme, comment OPEX Aquila permet donc de rentrer dans une description plus large et d'aller faire le lien vers les autres couches de modélisation de notre organisation? Tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'une fois, effectivement, vous avez donc cette visibilité de votre inventaire applicatif, avec OPEX, vous allez aller plus loin, et c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire le lien entre vos applications et les capacités de l'entreprise. Donc souvent, la carte capacitaire, donc là on va parler de carte capacitaire, qui est finalement souvent le point d'entrée dans le référentiel, où vous avez ce découpage de vos applications, donc ici à travers les différentes capacités de l'entreprise. Donc je vous ai introduit le fait que avec OPEX, on va vous permettre donc d'identifier les applications candidates à partir de votre liste de technologies. On va également aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va être capable aussi avec OPEX de vous proposer des recommandations sur la correspondance entre une capacité et derrière les applications qui sont candidates pour supporter cette capacité. Donc c'est le même principe, Donc à travers un moteur d'intelligence artificielle et des techniques sur l'intelligence artificielle, on est capable de faire ce lien de mise en correspondance entre l'application candidate à supporter telle et telle capacité. Ce qui vous vous permet rapidement d'accélérer donc ici votre travail et d'arriver avec un plan capacitaire qui est déjà pré-rempli. Et donc, bien sûr, après, vous pourrez l'enrichir avec votre connaissance du contexte toujours. Donc là, c'est le résultat, le plan capacitaire, où je visualise donc l'ensemble des applications sur mon plan capacitaire. Et à partir de ce plan, vous allez pouvoir faire des analyses. Donc typiquement, vous voyez qu'ici, vous avez donc une capacité qui n'est pas outillée. Donc ici, vous allez pouvoir prévoir un travail d'outillage. Ou à l'inverse, vous avez ici une capacité avec un certain nombre d'applications. Donc ici, on peut mettre en avant une redondance. Donc derrière, il y aura peut-être ici des applications candidates du coup à être éliminées. Et derrière, si vous éliminez des applications, ça permet également derrière de réduire les coûts. Donc finalement, ce qu'on voit ici, ce sont des opportunités d'évolution de notre SI pour toujours apporter plus de valeur à nos métiers. Et on est capable d'utiliser cette restitution de cartes capacitaires dans l'objectif de savoir sur quelles aires de notre SI on va souhaiter se concentrer. J'imagine que, bien entendu, une fois qu'on a identifié ces opportunités, notre objectif, ça va être de conduire la transformation, de pouvoir planifier cette transformation. Et c'est quelque chose que OPEX Aquila permet également de mettre en œuvre. Tout à fait, exactement. Donc en fait, l'idée, c'est que quand on parle, donc là jusqu'à présent, on a vu donc finalement l'ASIS, donc c'est-à-dire l'état courant de notre organisation. Ensuite, on va avoir certains besoins, donc des besoins de transformation. Souvent, on parle de transformation de capacité. Et donc pour transformer en fait cette capacité, donc plusieurs même capacités, on va pouvoir définir en fait une stratégie.
Donc une stratégie dans laquelle on va donc définir des phases de transformation. Et dans chacune des phases de transformation, on va donc transformer une capacité en accord, bien sûr, avec la stratégie qu'on souhaite mettre en place. Donc là, ici, je vais prendre un exemple où j'ai mon entreprise, j'ai défini un certain nombre de phases de transformation, et pour chacune de ces phases de transformation, je vais donc derrière transformer une capacité. Et quand on parle de transformation, ça se matérialise par la création de projets. Donc comme vous le voyez ici, comme tu le vois ici, Olivier, je ici crée un certain nombre de projets en lien avec ma stratégie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces projets, on va pouvoir les évaluer selon différents critères. Donc, par exemple, là, ici, on a un certain nombre de critères, ce qui nous va permettre, par exemple, de mettre en avant les projets qui sont, par exemple, qui coûtent, par exemple, les plus chers, les projets qui ont, par exemple, un fort impact sur la stratégie de l'entreprise. Et l'idée derrière, une fois qu'on a donc tous ces niveaux d'analyse, finalement ces niveaux d'évaluation en tête, ça va aussi nous permettre de prioriser les projets sur notre feuille de route. Donc là, on est encore dans une idée de prise de décision, d'outiller nos architectes de manière à nous assurer qu'ils sont capables donc de comprendre quels sont les enjeux, d'évaluer les impacts de ces différents projets et bien entendu prioriser pour atteindre les objectifs de transformation définis dans la stratégie. Tout à fait. À partir de là, on va transformer, j'imagine, nos processus, on va transformer nos applications, justement pour atteindre cette transformation donc des capacités. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir également faire à travers l'utilisation d'OPEX. Exactement. Donc, comme tu viens de le mentionner, je vais prendre un projet, un exemple où je vais donc ici, donc sur ce projet, comme vous le voyez, je vais ici mettre à jour 2 applications de mon système d'information et je vais également ici travailler sur la nouvelle version d'un processus. Voilà, donc ici en fait on est capable ici donc dans un projet de définir le périmètre et derrière les livrables. Donc si on regarde un peu plus en détail, donc ici on a une nouvelle version du processus. OPEX intègre donc un moteur de modélisation, ce qui va nous permettre derrière de décrire en détail, par exemple ici la séquence de cette nouvelle version du processus. Donc on peut en regarder tout de suite ce processus, la description donc de ce nouveau processus. Et là, ici, on bascule sur la partie donc modélisation où je viens donc ici décrire la séquence de mon processus. Donc de mon nouveau processus que je vais finalement introduire dans ma nouvelle organisation. Donc ici, tu accèdes à une modélisation d'un processus qui n'est pas nécessairement le travail que toi, en tant qu'architecte, tu vas avoir tout à fait. Mais néanmoins, tu profites du référentiel OPEX. C'est un référentiel unique et qui peut être partagé à travers différents rôles et différentes équipes d'organisation pour justement partir de cette base de connaissances communes et permettre de planifier derrière les besoins en termes d'évolution des applications, en termes de conception. Et donc là, on travaille vraiment sur cette plateforme collaborative et on tire profit donc des connaissances et des capacités de chacun à travailler sur la transformation. Exactement. Et puis peut-être qu'à un moment, donc là, j'ai effectivement la future version de mon processus, mais on pourrait très bien se poser la question, mais quel changement j'ai fait par rapport à ma première version? Et là, donc, aussi, c'est pareil, grâce à OPEX, vous allez pouvoir tout de suite identifier les différences entre la version 1 et finalement la version cible, donc la version actuelle et la version cible. Donc là, comme tu peux le voir, donc à travers un slider, on peut tout de suite mettre en avant donc les éléments qui ont été retirés et mettre en avant aussi les éléments qui ont été ajoutés. Voilà. C'est vrai que là, du coup, on voit bien, sur notre nouvelle version de processus, un besoin en termes d'application. On le voit sur la version qui nous est affichée ici. De nouvelles applications sont à mettre en œuvre et on va pouvoir les concevoir justement en accord avec les objectifs de cette nouvelle version de processus. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que dans cette nouvelle version du processus, on a décidé d'outiller certaines étapes de ce processus et on peut maintenant, en tant qu'architecte, s'intéresser au déploiement de ces applications. Et donc, je vais avoir ce besoin de représenter l'architecture de déploiement de mon application. Mais si je suis un nouvel utilisateur, par exemple, voilà, donc je ne connais pas encore donc tout à fait la méthodologie pour décrire l'architecture de déploiement, en fait, je vais pouvoir m'appuyer sur Exa. Donc, c'est-à-dire que l'on propose donc un assistant Exa qui reprend en fait notre documentation, mais avec une couche d'intelligence artificielle. Ce qui va vous permettre en fait, en tant que nouvel utilisateur, lorsque vous avez une question, par exemple ici, sur OPEX, je m'interroge comment est-ce que je vais pouvoir réaliser l'architecture de déploiement de mon application, je vais pouvoir en fait poser la question à Exa.
Donc c'est un chatbox et donc derrière ici, vous allez pouvoir donc avoir la méthodologie, les différentes étapes pour derrière modéliser votre architecture de déploiement. Ok, donc là c'est vrai que très facilement, on est capable de discuter avec cet assistant qui va aussi nous aiguiller, non seulement sur l'utilisation de la plateforme, mais aussi sur les étapes à mettre en œuvre pour nous assurer qu'on fait le travail entre guillemets dans le bon ordre et qui respecte la méthodologie que l'on met en œuvre à travers la plateforme. Tout à fait. Donc on a eu la réponse. J'imagine que la suite, c'est peut-être de nous montrer comment on va justement pouvoir faire ce travail de conception et visualiser, ou en tout cas travailler sur le diagramme de déploiement de l'application. Tout à fait. Bah, regardons maintenant un exemple. Donc ici sur mon application donc qui est outillée sur cette étape du processus. Donc là, vous voyez que facilement, déjà, on peut basculer de cette vue métier, de cette vue processus à la couche applicative. Et on va retrouver donc l'ensemble des descriptions qu'on a déjà faites donc sur notre application, mais surtout, on va pouvoir donc ici s'intéresser à l'architecture de déploiement. Donc l'architecture de déploiement, avec OPEX, on peut décrire deux types d'architecture de déploiement. Hein. L'architecture de déploiement d'une application on-premise et l'architecture de déploiement donc d'une application cloud. Donc c'est ce qu'on voit hein. Ici. On a donc une application qui est une application cloud. Donc je vais donc ici décrire son architecture de déploiement avec la notion ici, comme on le voit, de cloud services, donc de service cloud. Donc pour cela, hein, on propose des bibliothèques, ce qui permet donc de directement piocher dans la bibliothèque le service cloud qui correspond, de récupérer donc ici le pictogramme officiel. Et on va pouvoir aussi également préciser pour chacun des modules de déploiement hein, qu'on visualise ici, quelles sont les technologies requises. Voilà. Et un dernier mot sur donc cette architecture de déploiement. Pour accélérer en fait la modélisation de l'architecte, on propose la création de templates, de modèles d'architecture de déploiement. Ce qui permet en fait donc de préconfigurer un modèle et à la création du coup de ce diagramme, d'avoir déjà ces modules qui sont positionnés et ensuite on aura une liste candidate de technologies pour chacun des modules. Ok, donc là on travaille en plus sur l'accélération du travail de création de ces diagrammes et on a également la possibilité en tant que peut-être responsable de la démarche d'architecture de proposer des templates donc de l'architecture de déploiement qui vont respecter aussi l'ensemble des enjeux et des politiques liées à notre entreprise pour nous assurer qu'on va concevoir des déploiements de nos entreprises dans le cadre qui est accepté au niveau de l'organisation. Tout à fait, exactement. Donc là, ce qu'on a pu voir du coup, c'est vraiment sur ces quelques minutes de démonstration, comment est-ce qu'on peut initialiser nos référentiels. On a vu qu'on pouvait travailler sur l'identification des technologies, l'identification des applications, et que bien entendu, en tant qu'architecte, on ne va pas se restreindre à notre cadre applicatif. On va aller chercher à nous assurer qu'on comprend la mise en œuvre de nos métiers et la valeur que notre SI peut apporter à ces différents métiers, à ces différentes capacités métiers. On a vu derrière aussi les opportunités, donc l'identification des opportunités d'amélioration, de transformation de notre organisation. On a été capable de voir la mise en œuvre à travers les projets. Donc bien entendu, il s'agit d'une présentation rapide de la plateforme, mais on peut vraiment aller dans le détail donc de la description de ces projets et de la description des livrables qu'on souhaite faire. Et finalement, profiter également donc des collaborations avec nos équipes processus, des collaborations avec nos équipes en charge donc des templates, des modèles d'architecture de déploiement, d'accélérer notre travail, d'accélérer notre démarche pour pouvoir vraiment travailler sur les futures versions de ces différentes applications et donc sur la planification de notre transformation. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation. Donc voilà, on a résumé un petit peu la démarche. On a vu aussi, donc c'était également l'occasion pour nous, donc d'illustrer la nouvelle version d'OPEX, OPEX Aquila. Comme je l'ai dit, on a vraiment travaillé sur l'interface dans l'objectif d'apporter une expérience utilisateur aussi bonne que possible. Et bien entendu, c'est une version qui vit, c'est une version sur laquelle on va continuer de travailler. On continue de travailler sur la collaboration, on continue de travailler sur les retours de nos clients pour nous assurer qu'au fur et à mesure, on intègre donc des évolutions d'OPEX elles-mêmes qui nous apporteront toujours plus de valeur et qui faciliteront toujours plus le travail des architectes. Donc il y a plein de bonnes choses à venir. On n'a pas pu tout vous montrer aujourd'hui, bien entendu, mais n'hésitez pas donc à revenir vers nous si vous souhaitez une démonstration plus en profondeur. Et on serait ravis de pouvoir rentrer un petit peu plus dans ces détails et bien entendu de vous présenter les futures évolutions avec Thomas qui vient de... Exactement, tout à fait. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à tous nos experts qui ont partagé leur point de vue et leur expérience durant ces différentes sessions. Un grand merci également à vous tous pour votre participation. Nous espérons que cette matinée a été enrichissante et que vous repartez avec de nouvelles idées ainsi que de l'inspiration pour mettre en œuvre vos projets.
On se retrouve tout de suite en direct pour la session de questions-réponses. Si jamais nous n'avions pas le temps de traiter toutes vos demandes, ne vous en faites pas, nous reviendrons vers vous par email dans les prochains jours. À tout de suite.